Chers auditeurs, de retour sur Méridien Zéro pour la suite de notre émission consacrée donc à l'anniversaire de la chute de Saïgon, anniversaire si je puis dire, qui le 30 avril prochain, les 40 ans de cette chute en Asie du Sud-Est avec les conséquences politiques et géopolitiques. En revenant dans notre première partie sur la situation en Indochine avec la présence française, les combats bien sûr de cette guerre d'Indochine, et le colonel Wang qui est avec nous, avec Roger Hollande qui sont nos invités ce soir, souhaitait faire une précision par rapport à Dien Bien Phu. Mon colonel. Bon, alors voilà, je voudrais ajouter une anecdote sur l'appui américain, si vous voulez, sur Dien Bien Phu. Alors, près de la fin, lorsque le Dien Bien Phu allait tomber, quoi, et la France a demandé aux États-Unis d'intervenir. Et les États-Unis n'étaient pas très chauds, mais quand même une opération baptisée Opération Condor a été montée, du moins sur le papier. Et il y a même 1 ou 2 généraux américains qui ont survolé Dien Bien Phu la nuit pour voir le topo et ce qu'il faut faire. Et si l'opération Condor est lancée, on fera intervenir les B-29 de l'aviation stratégique américaine basée aux Philippines et les chasseurs de la 7e flotte américaine basée dans le Pacifique. Alors pourquoi cette intervention n'a pas eu lieu? L'amiral, je me souviens très bien, l'amiral Radford, le chef d'état-major interarmes américain, était fermement pour l'intervention. Eisenhower, on ne sait pas trop. Mais c'est Churchill qui a fait capoter le projet. Churchill a dit ceci. Alors, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont demandé aux Anglais? Ils ont demandé seulement la présence d'un seul avion anglais au-dessus de Dien Bien Phu, une présence symbolique avec les Américains. Un seul avion. Et Churchill a dit non. Churchill a dit ceci. C'est vraiment du cynisme anglo-saxon, vous voyez. Il dit, moi, j'ai eu Tobruk, j'ai eu la bataille de la chute de l'île, enfin, il a cité, moi j'ai eu Tobruk, j'ai eu Singapour, oui, eh bien les Français, ils auront leur Dien Bien Phu. Alors pourquoi Churchill s'est affiché sa détermination? Bon, autre cause, c'est que Nehru, le premier ministre hindou, a menacé que si les Anglais intervenaient avec les Américains en Indochine sur les Bien Phu, l'Inde se retirerait du Commonwealth. Donc quand même, c'est un argument massu. Hein. Donc c'est pour ça que l'intervention américaine n'a pas eu lieu. Parce que je suis sûr que si les B-29 américains ont bombardé Dien Bien Phu, je pense que le vent aurait tourné. Le vent aurait tourné, sûr. Bien, cet état des lieux, en fait, nous amène directement à la conférence de Genève qui marque le futur immédiat et les conséquences directes de la situation géopolitique en Asie, au Vietnam. Tout bonnement, ça nous amène à la partition du Vietnam. Le Vietnam est coupé en deux au niveau du 17e parallèle. Au nord, le Nord-Vietnam dirigé par les communistes. Au sud, un mouvement, enfin le Sud-Vietnam dont la capitale est Saigon, qui est un gouvernement libre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on disait avec Roger tout à l'heure hors micro, c'est que les prétentions du Viet Minh, pour eux, ça a été une divine surprise, la façon dont le Vietnam a été coupé en deux, parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir tant de concessions territoriales. Merci Monsieur Mendès France, merci Monsieur Mendès France. D'ailleurs, j'ai toujours sous les yeux les mémoires de Khrouchtchev. Il dit le miracle eut lieu. Au moment où les délégations arrivaient à Genève, les résistants vietnamiens, il parle des Viettes, remportaient une grande victoire en s'emparant de la place d'armes forte de Dien Bien Phu. Dès la première session de la conférence de Genève, Pierre Mendès France, alors chef du gouvernement français, proposa ramener ses troupes en deçà du 17e parallèle. J'avoue que la nouvelle, quand elle nous parvint, nous laissa bouche bée de satisfaction et de plaisir. Nous n'avions jamais rien espéré de tel. Le retrait en deçà du 17e parallèle était en fait la revendication maximale à partir de laquelle nous comptions négocier. Donc ça veut dire que ils ont réussi, au-delà des espérances des Mendès France, à donner des territoires au-delà de ce qu'espéraient les communistes. D'accord ? Et donc, la genèse de la seconde guerre du Vietnam, qui finalement est la même guerre qui va être menée par les Vietnamiens et les Américains, eh bien, c'est
va démarrer quelques années plus tard, mais il faut savoir que quand la France quitte le Nord Vietnam, hein, le Tonkin, eh bien, ce sont les premiers boat people qui quittent le Nord Vietnam dans les fourgons de l'armée française. Il n'y avait jamais eu de boat people du temps de la présence française dans le Nord. Eh bien, là, les premiers fuient. Combien de Vietnamiens ont fui le Nord à cette époque, mon colonel? Près d'1 million. Près d'1 million. Et ils ont pu partir dans l'ordre, si vous voulez, parce que entre la signature de la conférence de Genève et le départ, l'évacuation du Nord-Vietnam par le corps expéditionnaire français, il s'est écoulé 3 mois. Donc c'était un départ ordonné. C'était pas comme la fuite des Américains de Saigon en 1975. Donc le corps expéditionnaire français et l'armée nationale vietnamienne, alliée de la France, ont pu évacuer leurs familles et tout le monde par mer, par avion. Il y a encore des actualités, on le voit encore. Mais 1 million de personnes ont pu partir dans l'ordre. Est-ce que pour vous, alors bon, il y a un jeune État vietnamien au sud qui est dirigé par un président qui s'appelle Diem. Est-ce que pour vous, il était clair que le Nord un jour vous attaquerait de manière à unir ce Vietnam sous le joug du communisme? Est-ce que pour vous, c'était clair qu'un jour vous seriez attaqué? Ah, ça c'est sûr, parce que après la conférence de Genève, l'évacuation d'1 million de Nord-Vietnamiens, de Tonkinois au sud, on s'attendait dans les années à venir qu'il y aura une nouvelle guerre. Vous savez, parce que en 1955, bon, d'après les accords de Genève, les troupes communistes devaient évacuer le Sud-Vietnam. Bon, ils évacuaient bien sûr en bon ordre, mais ils ont laissé derrière des cadres, vous voyez, des cadres dans le sud, des tops, si vous voulez, prêts à intervenir. Alors, après la conférence de Genève, c'est-à-dire après la partition du pays en 1955, on a eu 56, 57, 2 années de paix, si vous voulez. On pouvait circuler d'une ville à l'autre sans trop s'inquiéter. Par exemple, on pouvait aller de Saigon à Vung Tau, le Cap Saint-Jacques, bon, il n'y avait rien. Mais on savait qu'il y avait des cadres. La route était ouverte. Oui. Alors, mais à partir de 58, 59, disons, alors ça a commencé. Il y a des coupures de route, des assassinats de notables, vous voyez, ça a commencé là. Ça veut dire quoi? Il y avait des maquis communistes qui s'étaient recréés? Non, ils étaient là, ils étaient sur place. Ils étaient restés dans la partie marécageuse qui bordait le Cambodge. C'est là que par la suite le Viet Cong a dit qu'il avait sa capitale. Oui, mais ces types-là, ils vivaient dans Saigon, ils vivaient dans les grandes villes, comme vous et moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont profité de ce temps de paix pour justement infiltrer, noyauter, pour mieux préparer la suite. Oui, voilà. Ils étaient sur place. Et tout a commencé en 58, vous voyez. Bon, alors 55, 56, 57, ça va aller. Et le Vietnam, ça, je suis sûr, je suis formel, le Sud-Vietnam, grâce à la nouvelle armée formée par la France, formée par le corps expéditionnaire français, il y avait 280 000 en tout. Donc le président Diem pouvait acheter du temps, pacifier le Sud-Vietnam. Il y avait des rebelles un peu partout, pas un peu partout, mais il y avait des rebelles. Alors Diem, avec cette armée, a pu pacifier le Sud, une paix quand même assez solide quand même. Mais on savait qu'il y a des éléments incontrôlés, mais quand même le Sud était pacifié pendant 2 ans. Et ça permettait à Diem d'acheter du temps pour voir la guerre qui se préparait, quoi. Alors, bien sûr, avec la guerre qui augmentait de volume, alors cette armée de 280 000 hommes a augmenté, vous voyez, jusqu'à, vous savez, pendant la guerre américaine, entre guillemets, jusqu'à 1 million d'hommes, vous vous rendez compte? Un pays aussi petit que le Sud-Vietnam, 1 million d'hommes. Enfin, des troupes régulières et provinciales. Mais c'est pas possible. 1 million d'hommes pour un petit pays comme ça. Vous suiviez à l'époque les actualités du Nord, Hanoï, vous écoutiez les mots d'ordre du Parti communiste. Quelle était leur politique? Ils entraînaient leur jeunesse déjà, parce qu'il y avait un slogan des commissaires politiques, on sait, c'était « naître au Nord pour mourir au Sud ». Oui, non, mais le Nord, bon, le Sud quand même, même pendant les pires années de la guerre, avait quand même une vie décente.
nos soldats, quand même, étaient bien payés, ils étaient soignés, leurs familles étaient soignées, nourries, l'éducation était gratuite. Hein. L'éducation au Sud-Vietnam, ça allait des toutes petites, des classes. Et il y avait 80 journaux libres. Oui, oui. 80 journaux. Au nord, il y avait trois journaux. Ouais. Journal du parti, le journal du syndicat et un autre journal. Et puis, avec une presse libre au sud, 80 journaux. Oui, une presse libre. Alors, bien sûr, avec une presse libre aussi variée, n'est-ce pas? Il y a eu des dérapages. Par exemple, je vous parle pendant les années de guerre au Nord-Vietnam. Ma famille, vous savez, beaucoup de Vietnamiens avaient de la famille des deux côtés. Au Nord-Vietnam, pendant ces années de guerre, des choses incroyables. Par exemple, pour sortir, n'est-ce pas, on avait une robe ou un costume pour 2 personnes. Si l'un sortait, l'autre restait à la maison. Des choses aussi misérables, vous savez, on ne mangeait pas à sa faim. C'est terrible, le sacrifice imposé par le Parti communiste. Giap et Ho Chi Minh ont dit ceci: nous pouvons sacrifier, nous sacrifierons volontiers plusieurs générations de Vietnamiens pourvu que nous établissions le socialisme. Alors nous, les sudistes, hein, je suis nordiste, je suis né à Hanoï, mais enfin j'ai choisi la côte du Sud. Nous, les sudistes, on s'est demandé mais de quel droit divin ces types-là peuvent sacrifier des générations de Vietnamiens pour établir le socialisme, qui même maintenant n'existe plus. Hein. Ce sont des mafieux là, qui règnent au Vietnam. Alors, Eugène nous a posé la question pour savoir si, justement, au Sud-Vietnam, on avait cette conscience d'une guerre à venir et justement de cette possibilité des Nord-Vietnamiens de les voir débarquer, de les voir étendre, justement, oui, et d'aller au-delà du 17e parallèle. Est-ce qu'il y avait cette même logique au Sud-Vietnam qui était de se dire, on va reconquérir le Nord? Est-ce qu'il y avait cette logique-là? Et est-ce qu'il y avait cette volonté-là de pouvoir réunifier le pays? Non, d'abord, on avait une logique de défense seulement. De défense. On n'était pas belliqueux, hein, parce que pour reconquérir le Nord, il fallait autre chose. Le Nord voulait conquérir le Sud, mais ça c'est à coup de baïonnettes dans le dos, les commissaires politiques et tout, vous voyez. Et même par exemple maintenant, pour arriver à la guerre, la grande guerre avec l'arrivée massive des Américains, le Sud ne pouvait pas envahir le Nord, c'était interdit. La bataille au nord, les avions sud-vietnamiens n'avaient pas assez de rayons d'action pour aller jusqu'à Hanoï. Les Américains monopolisaient la guerre aérienne à eux seuls. Les troupes sud-vietnamiennes ne pouvaient pas franchir le parallèle qui séparait le nord du sud. On ne pouvait pas. Bien sûr, on lâchait de temps en temps des petits commandos, mais ça ne faisait absolument rien aux nordistes. Par exemple, la piste Ho Chi Minh là, qui alimentait la guerre au sud, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas aller au Cambodge. Vous savez, c'est très bizarre comme guerre. Hein. Par exemple, près de Saigon, là, il y avait dans la région, ce qu'on appelle la 3e région militaire, qui entourait Saigon, vous savez, et il y avait 3 divisions communistes. Il s'appelait la Kolkhoz. Kolkhoz 5, Kolkhoz 7, Kolkhoz 9. Je ne connais pas l'effectif, hein, mais enfin, 3 divisions. Ben, à tour de rôle, ils venaient créer le désordre. Alors, on s'est colleté avec eux. Une fois, j'ai même failli perdre la vie. Mais alors, quand ils étaient fatigués, ils se retiraient au Cambodge. Hein, pour se reposer, et une autre kolkhoz venait prendre le tour. Alors c'est terrible. Alors vous savez, on est allé au Cambodge seulement quand Nixon a donné l'ordre, l'invasion du Cambodge. Hein. Alors on a pu aller Vous savez, nous étions malheureusement sous le commandement, la volonté directe des Américains. C'est ça le problème. Hein, les Américains nous ravitaillaient en tout. Hein, voilà, battez-vous, voilà les dollars, voilà les balles, tout ce que vous voulez. Hein, mais c'est tout. Hein, ils nous imposaient leur guerre. Hein, c'est ça qui est terrible. Hein. Et quand ils nous ont lâchés, hein, quand ils ont voulu
la mort du Sud-Vietnam, ça y est, en 75, hein, ils ont coupé les vivres, ils ont, au point de vue politique, ils ont marchandé avec la Chine et tout. Hein. Ça, les Américains portent la responsabilité de la chute, une grande part de responsabilité de la chute du Sud-Vietnam. On va y venir, mon colonel. Oui. On a beaucoup parlé pendant cette guerre de ces fameux bombardements au nord. Est-ce que, avec les moyens aériens qu'avait l'armée américaine, ils ne pouvaient pas mettre l'armée nord-vietnamienne à genoux, le gouvernement nord-vietnamien à genoux? Mais oui, vous savez, le général Curtis LeMay, qui à un moment donné a commandé l'aviation stratégique américaine, hein. Il a dit que bon, donnez-moi un ordre, je ramènerai le Nord-Vietnam à l'âge de la pierre en 1 semaine. Vous vous rendez compte? Mais ils l'ont pas fait. Vous connaissez... Mais il y avait un accord secret entre les Russes et les Américains pour que jamais l'aviation américaine ne bombarde les digues au Tonkin. Voilà, il suffisait de bombarder les digues. Il suffisait de bombarder les digues, ça ne tuait pas des centaines de milliers de personnes. Bon, les mecs, ils seraient grimpés dans les arbres, mais ils n'auraient pas été tués. Les digues inondaient la totalité de tout le delta. Et ça a toujours été le souci de la France et des gens qui ont gouverné après, les digues. C'était un truc stratégique et les Américains s'étaient engagés à ne jamais toucher aux digues. Voilà. Est-ce que le problème de la stratégie américaine, c'était pas d'anéantir le communisme, c'était de le contenir? Est-ce que c'est pas ça le jeu de dupe? Quand on contient quelque chose, on l'anéantit pas forcément. C'est la duplicité de Kissinger. Maintenant, vous savez, avec les documents hein, qui sont déclassifiés, si vous voulez, hein, on voit que les Américains n'ont pas voulu gagner au Vietnam. Ils n'ont pas voulu, parce qu'une puissance comme ça, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont monté de concert l'opération Overlord en Europe et l'opération de reconquête du Japon dans le Pacifique avec les mêmes moyens. C'est pour vous dire, un tout petit pays comme le Nord-Vietnam, il l'aurait écrasé comme une mouche. Alors, en fait, on est dans la même logique que ce qui s'est passé avec le gouvernement français du temps de l'Indochine, quelque part, politiquement parlant. Non, le gouvernement français n'a jamais... Comme le dit le président Hollande, le gouvernement français ne savait pas sur quel pied danser. Les Américains, si. Ils savaient, bon, on fait ça, on liquidait notre stock d'armement de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Ils ont tous utilisé pendant la guerre du Vietnam. Hein. Bon, tout ça, ça valait des dollars et des dollars. Hein. Et ça permettait quand même à l'industrie américaine de marcher. Je vous dis ceci. C'est très bizarre. Vous savez, il y avait combien de fois j'ai dit aux Américains, hein, que j'ai très très bien connu, que de l'âtre, avec le 10e de ce que vous avez, il aurait gagné haut la main. Le 10e seulement. Tellement l'abondance, la richesse des moyens américains, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Un raid de B-52, c'est... On peut même dire le gaspillage. C'est peut-être voulu. Par exemple, je prends un exemple seulement. Vous savez, le siège de Khe Sanh, c'était en 68. Vous savez, Khe Sanh était entre la frontière du Nord, Vietnam, du Laos et du Nord. Vous savez, c'est près du Nord-Vietnam, près de la frontière du Laos. Il y avait une base américaine là, tenue par un régiment de marine. Et Giap a voulu refaire le coup de Dien Bien Phu. Vous vous rendez compte? Écraser, prendre Khe Sanh, cette grosse base américaine, ce serait une propagande terrible. Hein? Il a usé 2 divisions dessus. Mais vous savez, les Américains étaient là pour tenir et ils avaient les moyens de tenir. Et ils avaient l'ordre de tenir. Khe Sanh, vous savez, c'était les avions de la 7e flotte pouvaient intervenir, les B-52 de Thaïlande pouvaient intervenir. C'était 2 divisions, la 304 et la 325C, je me souviens encore. C'était complètement laminé, le bombardement. Vous savez, un marine m'a dit ceci. Notre tactique à nous, c'est ça. Un vol de B-52. Alors, ratibosé tout. Hein. Alors, après le passage des B-52, les survivants
qui étaient dans les tranchées ou dans les caves, là, sortaient pour respirer. À ce moment-là, c'était l'artillerie qui prenait le relais. Ils ne pouvaient rien. Et la presse américaine, je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Alors, est-ce que ce serait un prochain Dien Bien Phu? Vous voyez? Est-ce que ce sera un Dien Bien Phu Et je crois que Jacques s'est laissé pris au piège. Hein. Et il a perdu Hessen. Il a perdu, mais avec 2 divisions complètes. Et puis quelques 30 000 les coulis, là, les paysans, si vous voulez, pour chargés de la logistique. À vous entendre, est-ce qu'on peut douter de la volonté des Américains de vouloir éradiquer le communisme à cette époque-là ou pas? Vous savez, alors on se demande pourquoi les Américains ne nous ont pas autorisés, ne n'ont pas voulu laisser Sud-Vietnamiens envahir le Nord. On le pouvait. Vous voyez? Pourquoi? Je pense que l'une des causes, c'est qu'ils craignaient l'intervention chinoise. Ils avaient encore en mémoire. C'est-à-dire qu'on était plus dans une logique de l'équilibre qu'une logique réelle de combat et d'aller anéantir l'ennemi. Maintenir un équilibre dans cette logique de la guerre froide de l'époque. Ça, en tant que combattant de base, c'est un petit peu comme la coexistence pacifique en Europe. Hein. Jamais les Américains ont voulu faire reculer le communisme qui avait piqué toute la Hongrie, la Roumanie, etc., qui avait annexé tous ces territoires après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont gardé un très mauvais souvenir des Chinois en Corée. Parce que les Chinois, c'est comme des fourmis. C'était des masses et des masses. Alors, ils craignaient que s'ils attaquaient trop durement le Nord-Vietnam, ou bien s'ils laissaient le Sud-Vietnam envahir le Nord, les Chinois vont intervenir. Alors les Chinois, on ne sait pas, hein, vous savez. Alors, voilà. Mais après la guerre, avec les documents qui ont été déclassifiés, les Chinois n'ont jamais eu l'intention d'intervenir. Oui, mon colonel, vous parliez du fameux siège de Khe Sanh, mais donc ça se passe en 1968, c'est-à-dire l'année la pire en termes de combat. Il y a eu une autre bataille terrible à laquelle vous avez participé et dont vous avez vu les horreurs, c'est la fameuse cité impériale de Hue. Je crois que ça a été un traumatisme dans l'opinion vietnamienne. Qu'est-ce qui s'est passé à Hue? Bien, ce qui s'est passé à Hue, c'est que vous savez, pendant toute la guerre du Vietnam, il y avait un accord tacite, entre le Nord et le Sud, entre les deux armées, si vous voulez. Un cessez-le-feu, parce que le Tet, c'est le nouvel an qu'on appelle chinois, mais c'est aussi coréen, vietnamien. Alors, pour le nouvel an, il y a toujours 3 jours de trêve. On ne se tirait plus. Par exemple, mes soldats me racontaient que quand ils allaient en permission, vous voyez, il leur arrivait de rencontrer le voisin qu'ils ont connu il y a 10 ou 20 ans, qui revenait aussi chez lui pour les fêtes du Nouvel An. Alors on faisait semblant de ne pas se voir, vous voyez, bon. Mais c'était sacré, hein, le Nouvel An, le Tet, comme on dit, hein, c'était sacré pour les Asiatiques. Hein. Et l'année du singe, qui a commencé le 30 janvier 1968, les Nord-Vietnamiens, Giap, a violé cette trêve. Il a attaqué le premier jour de la trêve. Et donc ça a été terrible, mais partout on a tenu. Partout on a tenu parce que pour nous, les chefs de corps, nous pouvions laisser au moins 50% de notre effectif aller en permission. Donc beaucoup d'unités sud-vietnamiennes étaient en sous-effectif. Alors à Hue, la ville de Hue a été occupée, partiellement occupée, hein, sauf le PC de la première division d'infanterie et puis quelques autres îlots. De l'autre côté de la rivière de Parfum, il y avait les Américains. Mais quand même, Hue a été occupée pendant 3 semaines, je crois. 3 semaines. De durs combats. Hein. De durs combats, c'était terrible. Mais alors, pendant cette occupation, on s'est aperçu après que les communistes ont fait passer devant leurs tribunaux du peuple, tous les sympathisants du Sud. Vous voyez, les officiers qui étaient à Hue pour les permissions du Tet, leurs familles, les fonctionnaires, les magistrats. Il y avait même 2 pères bénédictins que j'ai perçus. Il manquait 12 000 personnes. Non, pas 12 000, 6 000. 6 000. 6 000. 6 000.
Mais il y avait Parce que les charniers, oui. Les charniers qui ont été trouvés, il y avait plusieurs milliers de personnes attachées avec des fils de fer. Oui. Ça, oui. Mais alors, je vous raconte encore un personnel. Il y avait 2 bénédictins français, dont l'un que je suis très très bien connu. Vous savez, j'étais lycéen à l'époque et je l'ai connu à Dalat, le père Don Urbain. Mais c'était un saint homme. C'était le saint homme, quoi. Eh bien, pourquoi les communistes l'ont tué? Ils l'ont tué. Des professeurs allemands attachés à l'université de Douai, détachés de l'université de Douai, ont été tués. Alors, les 2 bénédictins français, et puis, alors, à côté de ça, 6 000 qui ont été passés par les armes ou bien ensevelis vivants, parce qu'on n'a pas trouvé de traces d'armes, des femmes. Ils n'ont été retrouvés qu'après. Qu'après? Oui, c'est après. Moi j'ai vu, vous savez, ces charniers, c'est épouvantable, épouvantable. C'est une vision de cauchemar. Et, et puis, d'après aussi les déserteurs communistes, ils nous ont indiqué, bon voilà, il y a un autre charnier, là, il faut aller là. Alors, au fur et à mesure, on voyait ces charniers, mais c'est terrible. Les images, on les voyait, les images publiées dans la presse. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu de condamnation de la communauté internationale. Il n'y avait rien. On a passé ça à perte et profit. Vous voyez. Roger, vous qui avez été combattant en Indochine, quel regard que portez-vous à l'époque, à la fin des années 60, sur cette guerre avec les Américains, et quelle était la mobilisation justement pour le Vietnam, et quel était le combat politique en métropole contre le communisme justement, en réaction à cette guerre du Vietnam? À cette époque, je suis allé plusieurs fois au Vietnam du Sud, où j'avais beaucoup d'amis dans l'armée sud-vietnamienne, surtout parmi les officiers. Il y en avait beaucoup qui avaient servi. J'ai même retrouvé le général In, qui était sous-lieutenant dans mon bataillon parachutiste. On était vraiment des amis. J'ai trouvé que les unités sud-vietnamiennes avaient vraiment pris du poids, se battaient bien. En plus, il y avait quand même un commandement vietnamien à tous les échelons. Certes, il y avait des conseillers américains, qui d'ailleurs pour la plupart du temps s'entendaient bien avec les Vietnamiens. J'ai trouvé que ces gens se battaient très bien, mais où le bas blessait, c'était surtout en Europe, en métropole et aux États-Unis, où les gens du Sud ne pouvaient être que des vérolés, des pourris, des trafiquants et tout ça. Bon, il ne risquait pas d'y avoir beaucoup de trafiquants dans le Nord, en plus il n'y avait rien à trafiquer, il n'y avait rien à bouffer. Alors que le Sud était quand même un territoire occupé économiquement par les Américains, et les magasins étaient pleins, tout était plein. En plus, les soldats américains amenaient à foison des dollars dans le circuit commercial. Donc j'ai été 2-3 fois là-bas, j'ai fait des reportages pour Paris Match, pour certains journaux. Et puis quand je suis rentré en France, j'ai quand même trouvé que ce qui était raconté en France était quand même un peu gros par rapport à la vérité. Et c'est là que j'ai créé l'association France-Vietnam du Sud, qui a de suite bien marché, et ensuite le Front uni de soutien au Sud-Vietnam, qui rassemblait plusieurs centaines de personnes sur un simple coup de sifflet. On a fait 3 ou 4 mutualités, on a fait pas mal, beaucoup de choses, et on s'est battu pour soutenir ici les Vietnamiens. À une époque, on a eu le malheur de demander aux Américains de nous aider. Ils ne nous ont jamais aidés parce que politiquement, ils ne comprenaient absolument rien à la situation. Et l'ambassade de Paris était aux mains de coquins qui étaient des imbéciles. Et ça, je peux pas, c'est assez long à raconter, mais je vais quand même le raconter. On avait fait 2-3 mutualités. On tenait la rue à Paris contre les gauchistes, ça n'était pas rien, parce que c'était pas des manchots qu'on avait en face. Moi, personnellement, j'ai été pendu par ma cravate dans un lieu de réunion où je soutenais le Sud-Vietnam, et si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que ma cravate a cassé, voilà. J'ai eu un colosse qui tenait la caisse à l'entrée, qui avait eu les 2 mains écrasées en défendant sa caisse, un autre qui avait une jambe cassée à coups de barre de fer. C'était les amis de M. Cohn-Bendit à cette époque-là, et les amis de Sauvageau, enfin les tordus qui ont fait mai 68.
il faut quand même savoir que ces gens racontaient des énormités, des énormités. Tout était falsifié, tout était truqué. Voilà. Mais il est quand même important et nécessaire de rappeler à nos auditeurs qu'il y avait une mobilisation pour le Sud-Vietnam également en France et que des gens avaient à cœur de pouvoir soutenir les gens qui se battaient là-bas. Oui, le colonel Wan me disait qu'il était content que je lui apprenne ça, quand je lui ai donné des brochures, des affiches prouvant que nous avons défendu pendant des mois, voire des années, le Sud-Vietnam. Mais pour en revenir aux Américains, j'étais à ce moment-là fiancé avec une jeune fille qui est devenue ma femme, qui avait une licence d'anglais, et à qui j'avais demandé de venir avec moi et un ou deux autres copains à l'ambassade des États-Unis. Alors, on avait rassemblé toutes les dernières affiches des derniers mois que nous avions collées, et on en collait des centaines de milliers. Bon. Et j'arrive à l'ambassade, et là, il y avait des rejetons de grandes familles américaines, dont le fils McNamara, et puis quelques gars comme ça, des jeunes qui étaient à l'ambassade des États-Unis. Et je leur dis, mettons-nous bien d'accord, je ne viens pas vous demander de l'argent, c'est pas notre genre, hein, votre pognon, on n'en veut pas, mais nous tenons la rue. Le seul problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'argent et que nous nous ruinons en payant les affiches. Et je lui ai mis sur la table un rouleau d'une 60aine d'affiches toutes différentes qui étaient le combat des derniers mois. Et le fils McNamara m'a dit, bon ben laissez ça monsieur, nous allons voir. Tout ce que je dis était traduit par la fille qui est devenue ma femme. Je le répète, qui a une licence d'anglais, qui parlait un excellent anglais. Et il a dit, revenez dans une semaine. Et au bout d'une semaine, alors, avant de partir, je lui ai bien dit, nous sommes d'accord, monsieur. Nous ne voulons pas d'argent liquide. Nous ne voulons rien. Nous voulons que vous nous ouvriez les portes d'une ou deux imprimeries et comme ça, nous irons chercher des affiches. Vous les payez, on n'en a rien à foutre, mais on ne veut pas qu'il y ait d'argent entre nous. Donc j'arrive et le mec, c'est tout juste qu'il ne me balance pas les affiches à la gueule, quoi. Il m'a dit, non, on a décidé, on ne peut pas vous aider. Alors je dis, comment vous ne pouvez pas nous aider? Pourquoi? Ben, on ne peut pas vous aider parce que vous êtes fasciste et nazi. Ah bon? Et qui vous a dit ça? Alors il me sort l'Humanité. Il me sort l'Humanité, il dit, ben voilà, c'est dans ce journal. Alors ils avaient été chercher dans l'Humanité ce qu'ils devaient penser de nous. Donc pour les communistes, on était des fascistes et des nazis. Le fils McNamara, il pensait que l'humanité, c'était la pensée profonde et universelle des peuples. Voilà. Eugène. On peut faire confiance aux Américains, mon colonel? Ben, vous savez, comme je l'ai dit, hein, quand on a... Bon, ça c'est connu, hein, il y a un proverbe qui dit que quand on a les Américains pour alliés, on n'a plus besoin d'ennemis. Mais c'est-à-dire que c'est très difficile. C'est très difficile, surtout pour un petit pays. Pour un petit pays. Et par exemple, je vous dis ceci seulement. Pendant la guerre, tout a été fourni par les Américains. Hein, depuis les balles, les uniformes, l'argent pour les uniformes, mais tout. Le matériel chirurgical. Alors là, je vous cite un exemple personnel. C'était, à un moment donné, j'étais responsable du service de santé de l'armée de terre. Hein. C'est l'armée de terre qui est la plus grosse, le plus gros morceau, si vous voulez, la marine et les marchés. Et l'aviation avait beaucoup moins d'effectifs. Alors j'avais comment dirais-je, j'avais près d'1 million de dollars, enfin sur le papier, pour commander les médicaments, les matériels chirurgicaux pour l'armée vietnamienne. Alors, arrivé à la rubrique blouse pour les médecins, les chapeaux, les sandales en tissu, vous voyez, pour les salles d'opération. Vous savez, quand vous opérez, vous devez avoir la blouse.
Alors je me dis que bon, ça c'est en tissu, ça. Pourquoi ne pas prendre cet argent pour fabriquer ces choses-là au Vietnam? Les antibiotiques, on ne peut pas. Hein, les machines chirurgicales, tout ça, on ne peut pas. Mais ça, là, cette rubrique-là, pourquoi ne pas les faire fabriquer au Vietnam? Non. Tout vient des États-Unis. Tout vient des États-Unis. Alors on vivait... Parce que c'est le lobby militaro-industriel qui mène... Voilà, c'est le lobby militaro-industriel. Qui mène la guerre. Mais moi, je n'ai pas une très très grande sympathie pour les Américains, surtout à l'époque, là, quand le fils McNamara me répond ça. Mais quand même, en tant que soldat, ayant fait 10 ans et demi de guerre en Indochine, il y a une chose que je respecte chez eux, c'est qu'ils ont envoyé leurs appelés. Voilà. Ça leur a coûté cher parce que les Viettes en face ont joué sur la drogue et tout ça, mais quand même, l'Amérique était un pays qui pouvait se payer une immense légion étrangère. Hein. Ils ont envoyé quand même leur boy pour se battre. Donc, c'est pas leur cirer les godasses que de dire de faire de reconnaître cela, quoi. Juste alors, la guerre du Vietnam, effectivement, va se terminer milieu des années 70, 1975. Malheureusement, on ne peut pas la détailler et aller aussi loin dans notre émission que nous pourrions le souhaiter. Et il est important de passer directement, je crois, à la chute de Saïgon et les conséquences directes que vont entraîner justement la fin de cette guerre et la chute de Saïgon. Eugène, oui. Oui. Bon, il faut dire que les Américains se désengagent peu à peu dès l'année 69, et puis ils laissent tomber le Sud-Vietnam dès 1972-1973, ce qui fait que le Sud-Vietnam se bat tout seul. Hein, ils sont la fierté du monde libre, ils se battent tout seuls contre le Nord-Vietnam qui, lui, continue à être alimenté en armement, en fourniture par les Russes et les Chinois. Donc, quand on a dit l'armée du Sud-Vietnam, c'est une armée de rigolos, il faut dire qu'ils se sont battus tout seuls contre le monde entier, contre le monde communiste, surarmés, et ils se sont très très bien battus. Et malheureusement, ils ont retraité pendant 2 ans, à bout de force, ils se sont battus jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient, et le 30 avril 75 arrive la catastrophe que malheureusement on pressentait tous, c'est-à-dire que les chars du Nord-Vietnam entrent dans Saïgon. Quel est votre sentiment ce jour-là, mon colonel? Eh bien, le sentiment d'une grande tristesse, hein, quand même. Hein. Mais je voudrais revenir, vous savez, sur l'aide américaine. Vous savez que les Américains ont été nos alliés jusqu'à la fin. Enfin, sur le papier. 30 avril 75. Hein. Donc, en janvier 74, c'est-à-dire 1 an et demi avant la fin, janvier 74, les Chinois ont envoyé leur flotte pour envahir les îles Spratly et Paracel, qui étaient des territoires vietnamiens depuis des siècles, les îles Paracel et Spratly. La marine vietnamienne, a bien combattu, elle a perdu 2 ou 3 bateaux, on a eu des morts, mais la 7e flotte américaine au large est restée immobile. Elle n'a pas levé le petit doigt pour nous aider. Écoutez, la date c'est janvier 74. Hein. Saïgon est tombé en avril 75, donc plus d'1 an avant. Et tout ceci c'est encore plus atroce, c'est que les marins vietnamiens dont le bateau a coulé, qui ont dérivé là, sur leur dinghy, là, ils n'ont même pas été repêchés par les navires américains. Les Américains sont tenus au large. Vous vous rendez compte? Or, la loi maritime oblige tout capitaine, n'est-ce pas, de porter assistance à des naufragés. Et là, ce sont des naufragés alliés. Et la marine américaine, la formidable 7e flotte, n'a rien fait. Il y a vraiment un paradoxe terrible sur la fin de cette guerre par rapport à ce que vous dites là. Oui. On voit cette fuite de Saïgon lorsqu'elle est traitée, même encore aujourd'hui dans les médias. Qu'est-ce qu'on voit de cette fuite de Saïgon? On voit l'abandon de l'ambassade américaine.
Est-ce que c'est une honte parce que résumer la fin du guerre de Vietnam alors que les Américains n'en sont plus partie prenante, sont des alliés, mais comme vous venez de le dire, ce sont des alliés même à peine passifs puisqu'ils ne sont même pas là pour aider des marins qui sont dans la détresse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de cette vision-là médiatique aujourd'hui quand on retient la chute de Saigon en voyant cet hélicoptère qui tombe et... C'est pas leur honneur, vous voyez, c'est cette image d'hélicoptère sur le toit de l'ambassade de Saigon, là, c'est emblématique. Vous voyez, partir comme ça, la queue entre les pattes, pendant que... Oui, mais c'est surtout faire fi de toute la population de Saigon et de la population vietnamienne dans son ensemble qui s'est battue. Non, vous savez, Raymond Aron, le philosophe, là, il a dit ceci, il a dit que l'Amérique a commis le crime de non-assistance à une nation alliée en danger de mort. Vous voyez? Et pendant ce temps-là, les B-52 basés en Thaïlande, à Utapao, ils n'avaient qu'à peut-être 30 minutes de vol pour écraser tout ça, ils n'ont pas fait. Il y avait 10 divisions communistes massées autour de Saigon, prêts à tirer sur Saigon. C'est vraiment, je ne sais pas quoi penser, là. Vous savez, quand les Américains partirent comme ça, en fuyant... Et puis depuis ce jour, vous savez, les alliés de l'Amérique n'ont plus confiance en l'Amérique. Et les ennemis de l'Amérique ne la craignent plus. Il y a quelque chose qui s'est cassé, brisé. Ben oui, quand on voit un pays aussi puissant abandonner ses protégés, cette nation qui a toujours eu confiance en elle, c'est pas possible. Et puis surtout ce cynisme, si vous voulez, hein. Kissinger, hein, l'artisan, là, vous savez, de toute cette affaire, quand il voyait pendant les derniers jours de combat, vous savez, du Sud-Vietnam, vous savez, il y a encore des îlots de résistance, vous voyez. Vous savez ce qu'il a dit? Why don't those people die fast? Pourquoi ils ne crèvent pas vite? Vous vous rendez compte? Quel cynisme. Ce cynisme. Et le sénateur Fulbright, vous avez entendu parler, Fulbright, hein, un sénateur, il a dit que la chute de Saigon pour moi, c'est comme si l'équipe de football de mon État a perdu contre l'équipe de football de l'État voisin. Pas plus. Quelle honte. Et Roger, pour vous, pour qui le combat contre le communisme et l'attachement à l'Indochine puis au Vietnam, quel est votre sentiment justement en avril 75 quand vous voyez, parce que le combat contre le communisme a été une grande partie de votre vie en tant que soldat, mais également dans votre engagement politique. Je viens de terminer un livre qui parle des mensonges qui sont diffusés en France depuis 80 ans sur la politique intérieure française. On pourrait écrire un livre 3 fois plus gros sur les mensonges au sujet de la guerre en Indochine, que ce soit du temps des Français que du temps des Américains. Ce qui m'a écœuré le plus dans toute cette affaire, c'est que des gens qui n'avaient jamais bougé de chez eux ici trouvaient tout à fait normal que les Vietnamiens, parce qu'ils avaient aimé l'Occident et qu'ils s'étaient battus aux côtés de l'Occident, soient envoyés dans des camps de concentration pour être rééduqués. Je trouve que c'est ça la chose la plus dégueulasse de toute cette histoire. Il ne faut pas oublier que le jour où les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, monsieur Jean Lacouture, qui était un des grands rédacteurs du journal Le Monde, a écrit Phnom Penh enfin libéré. On n'était pas à ça près. Hein. On n'était pas à ça près. Alors, mon colonel, après la chute de Saigon, pour beaucoup de Vietnamiens, ça a été l'exil. Combien sont partis? Eh bien, on compte actuellement, de par le monde, près de 3 millions. Donc, près de 2 millions aux États-Unis. Au Canada, 200 000, je crois. En France, autour de 200 000. Partout dans le monde. Hein. Il y a, même en Israël, vous voyez, même en Israël, maintenant, il y a des Juifs d'origine vietnamienne. Oui, parce qu'ils ont été repêchés. Ça, c'était quand Begin était Premier ministre. Hein. Alors, Begin a dit, vous savez, quand il a accueilli ces Vietnamiens en Israël, il a dit que, nous, les Juifs, on a tellement souffert que moi, vous savez, j'ai donné ordre à tous les navires juifs, les navires israéliens, de repêcher. Alors, il reste, il y a des Juifs vietnamiens. Alors, vous avez en Australie, au Canada, à peu près 3 millions.
Bon, on rajoute à ça évidemment les 300 000 boat people qui reposent en mer de Chine. Ils sont morts. Bon, quelques mots du Vietnam aujourd'hui. Quelle est la nature du régime aujourd'hui? Parce que nous, on y va, si vous voulez, comme touristes. Le paysage est magnifique, les hôtels sont grandioses, presque plus qu'en Occident. Mais pour les Vietnamiens, là-bas, c'est quoi la vie aujourd'hui sous le communisme de marché? Bon, alors vous savez, tout de suite, après la chute de Saigon, ça a été horrible. Hein, les 3-4 années, là, vous voyez, c'était la mainmise, vous savez, les camps de rééducation, tous les cadres du Sud-Vietnam, les professeurs, c'était les camps de rééducation. Alors là, ils se comportaient un peu comme envers les prisonniers français après Dien Bien Phu. Jamais de brutalité. Jamais de brutalité. Mais on vous laissait crever, quoi, de faim. Pas de soins médicaux si vous êtes malade. Alors je ne me souviens pas, attendez, si je me souviens bien, il y avait 200 000 morts de Sud-Vietnamiens, de cadres, d'officiers morts dans les camps, par faute de soins, par famine, vous voyez. Et puis, je ne sais pas, des gens qui ont été liquidés, alors je ne peux pas vous dire, donner un chiffre exact. Alors, les 5 premières années, c'était horrible. Ensuite, le régime s'est assoupli quand même. Il s'est assoupli, et puis il s'est ouvert au marché, vous voyez. Il y avait le slogan Doi Mới, c'est-à-dire le changement. Le changement, c'est comme en Russie, là, avec la perestroïka, voilà. Alors, c'est l'ouverture du marché. Alors, là-bas, pourvu que vous ne faites pas de politique, hein, il ne faut pas attaquer le parti. Vous voyez, alors là, sinon, c'est le tribunal. Alors, ils ont la main lourde. Hein. Si, par exemple, il y a des intellectuels qui osent, par exemple, publier sur leur ordinateur, demandant un peu de liberté, de tout ça, alors là, c'est la faute contre le régime. Alors, c'est 10 ans de tôle, là. C'est pas comme ici, où 1 mois avec sursis. Là-bas, c'est 6 ans à 10 ans de tôle, de prison. Mais autrement, là-bas, il y a bien sûr la situation économique s'est améliorée, ça il faut le dire. Hein. Mais il y a la nomenclature, il y a une classe très très riche. Oui, ça c'est les schémas sont les mêmes dans tous les pays communistes. Oui, dans tous les pays communistes, très riches. Hein. Par exemple, des milliardaires, par exemple. Je vous cite ceci, je ne sais pas si c'est vrai, mais un ami me l'a dit. Si vous circulez dans le 16e, dans les quartiers UP, là, et si vous voyez des Asiatiques, hein, c'est sûrement la nomenclature vietnamienne. Parce que vous savez, les Vietnamiens, comme nous autres, on ne peut pas se permettre de nous aventurer dans le 16e. Aux États-Unis aussi, ils achètent cash. Partout. Ils sont pleins de fric. Alors ce fric provient d'où? Des Vietnamiens qui ont fui le régime communiste, qui sont revenus au bercail. Bon, alors, vous savez, la mémoire, on a la mémoire courte, vous savez. En 75, vous fouillez les communistes, vous abandonnez tout derrière, mais vous avez fait votre trou, hein, aux États-Unis, en France, en Australie. Eh bien, on a la nostalgie du pays, on revient. Bon, on vous a rien fait, on n'est pas inquiété. On peut dépenser son argent, et puis petit à petit, vous voyez, alors maintenant, beaucoup de Vietnamiens, vous savez, de réfugiés ont oublié. Ça, il faut le dire, ils ont oublié leur misère, tout ce qu'ils ont vécu. Alors, justement, avant de parler des conséquences géopolitiques, moi j'aurais aimé vous poser cette question là, c'est de savoir quelle est la conscience politique aujourd'hui, notamment chez les jeunes par rapport à ce passé-là. Je parle pour les jeunes qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas forcément, qui sont nés après 1975. Quel est cet héritage et quelle est cette logique-là de la mémoire justement par rapport à ce Vietnam-là qu'ils n'ont pas connu? Est-ce que on entretient? Est-ce qu'il y a une logique politique de vouloir reconquérir peut-être? Est-ce qu'il y a des mobilisations? Est-ce qu'il existe des organismes qui permettent justement de militer pour le Sud-Vietnam? D'abord les jeunes au Vietnam, la nouvelle génération, même l'ancienne génération aussi, osent maintenant manifester. Par exemple, le 30 avril, là, il paraît qu'il y a des manifs à Saigon, hein, en commémoration comme quoi on vivait mieux sous le régime sud-vietnamien. Bon, ils osent dire ça. Hein. Peut-être que le régime n'ose pas trop sévir.
Mais ça reste très limité, hein, c'est très limité. La police est partout, l'armée. Vous savez, dans les régimes communistes, rien ne marche. Rien ne marche. L'éducation, la santé, rien ne marche, sauf deux choses. La police et l'armée. Ils tiennent ça de main très ferme. Alors vous pouvez par exemple dire du mal, protester contre tel chef de province, tel ministre qui est corrompu, bon, vous l'êtes tranquille. Mais si vous vous amusez à écrire sur Internet, à demander plus de liberté, tout ça, alors là, ça ne va pas. Alors là, c'est au Vietnam, ça commence à bouger, mais surtout l'Église catholique. Hein. L'Église catholique est forte là-bas, est très forte. Et ils n'osent pas trop taper sur les catholiques. Si avant, c'était les premières années, là. Alors là, ils étaient féroces. Mais maintenant, ils laissent les catholiques à peu près tranquilles. Pourvu que les catholiques ne fassent pas trop de dégâts. Alors, en France, aux États-Unis, enfin, dans le monde libre, quoi, si vous voulez, les Vietnamiens, eh bien, vous savez, on se souvient toujours du 30 avril. Vous voyez, alors on commémore toujours comme on va le faire, là. Mais il faut dire que les gens comme moi, on vieillit. Il y a une certaine lassitude, si vous voulez. Une certaine lassitude. Mais je suis très très content de cette fois-ci, d'avoir par exemple, Éric Fornal, M. Hollande, venir nous appuyer pour que les gens voient, pour que les gens se rendent compte qu'on n'est pas seul, si vous voulez. Qu'on n'est pas seul, hein. Parce que on veut toujours reconquérir, je pense pas, hein, militairement parlant, non, je pense pas. Mais ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, c'est un changement, si vous voulez, un changement dans le bon sens au Vietnam. Hein. Vers une évolution politique, vous voulez dire? Une solution politique. Une solution politique, parce que c'est les types de la nomenclature vietnamienne, là. Ils vieillissent aussi, ils meurent aussi. Et leur progéniture, hein, ils vont en France, aux États-Unis, hein, les poches pleines de fric, hein, ils profitent de tout, mais quand même, ils voient quand même que ce qui marche ou qui ne marche pas chez eux. Alors voilà, je pense que, j'espère que, bon, petit à petit, le régime va changer. Roger, est-ce que vous êtes retourné au Vietnam depuis la chute de Saigon ? Non, je ne suis jamais retourné au Vietnam depuis la chute de Saigon et je n'ai pas envie d'y retourner. Pourquoi? Parce que je préfère garder les souvenirs de ma jeunesse et j'ai ramené, comme beaucoup d'anciens d'Indochine, un grand amour pour ce pays, pour lequel tant de mes copains ont donné leur sang, pour quelque chose auquel ils croyaient. Moi, c'est pareil. J'ai quitté le Saigon, évacué par les Américains, hein, en 1975, 2 jours avant la chute de Saigon. J'ai eu cette chance de ne pas aller... Sinon, ce serait le camp de concentration ou les camps de rééducation. Alors moi aussi, je ne suis jamais revenu. Alors, il va y avoir, tout à l'heure vous faisiez allusion, mon colonel, à une grande journée du souvenir que vous avez évoquée rapidement. Évidemment, cette année, nous appelons tous nos amis à se joindre à vous. Alors, c'est vrai qu'un long passé d'amitié lie la France au peuple du Vietnam, hein, depuis Louis XIV, depuis l'évêque Pignot de Boën, etc. Oui. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a des liens de fraternité qui se sont tissés dans le sang. Vous en parliez tout à l'heure, Roger aussi en parlait à l'instant. Nos pères ou nos grands-pères se sont battus à vos côtés, pendant quasiment 10 ans, et ça a créé évidemment des liens d'amitié qui sont imbrisables, on va dire ça comme ça. Et donc cette année, vous avez décidé de faire 2 grands rassemblements à laquelle nous, les nationalistes français et européens, nous joignons, forcément, parce qu'on n'est jamais autant nationaliste que quand on défend l'indépendance et la liberté d'autres pays, notamment du Vietnam. Et donc le premier rassemblement aura lieu le 30 avril, à partir de 14h, place du Pérou. Hein, c'est près de l'ambassade du Vietnam, c'est dans le 8e arrondissement, au métro Miroménil. Donc venez nombreux. Et puis le lendemain, surtout un grand après-midi du souvenir, le 1er mai, là, qui se passera sous l'église Saint-Augustin,
de 14h à 18h, où là, il y a une très grande salle, donc Roger sera présent puisqu'il y sera orateur. Il y aura probablement le père Argouache, d'autres anciens qui témoigneront, des Vietnamiens bien sûr. Il y aura des stands. Et puis donc ça se passe au métro Saint-Augustin, c'est donc 1-3 avenue César-Caire dans le 8e arrondissement, je répète, au métro Saint-Augustin, sous l'église Saint-Augustin. L'entrée est gratuite, je crois. Et là, il faut vraiment que nous soyons nombreux à venir à cette grande journée d'amitié, du souvenir et de la fidélité retrouvée. Et puis pour dire que demain, le Vietnam doit redevenir un pays libre. Et pourquoi pas, puisque vous le savez qu'aussi que le Vietnam se trouve, il suffit de se plonger parce qu'on fait jamais de la géopolitique sans regarder une carte. Regardez où se situe le Vietnam. C'est juste au sud de la Chine, c'est-à-dire là où demain vont se passer les grands événements économiques et politiques mondiaux. La mer de Chine, c'est la grande mer de demain. La France, en aidant les Vietnamiens à se libérer de ce régime pourri, pourrait reprendre pied au Vietnam, non pas pour le coloniser, mais pourrait reprendre pied au Vietnam et d'avoir un regard stratégique sur ce qui va se passer là-bas. C'est aussi l'objet de tout ce combat géopolitique du XXIe siècle. Mon colonel, le 1er mai, vous serez des nôtres ? Oui, sûrement. Sûrement, et j'espère qu'il y aura beaucoup de Français pour venir nous soutenir. Ce serait formidable. Parce que jusqu'à maintenant, depuis la chute de Saigon, c'est toujours, ou à peu près, c'est presque toujours des réunions entre Vietnamiens. Alors on passe notre temps à dire du mal des communistes, c'est normal, à nous faire des promesses, à élaborer des projets plus ou moins réalistes. Mais si cette année vous venez, les Français, les jeunes Français venez pour nous soutenir, je pense que il y aura un changement, ce sera un encouragement, et non seulement pour les Vietnamiens de France ou d'Europe, mais même pour les Vietnamiens du Vietnam aussi. Parce que là-bas, quand même, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, les communistes ne peuvent pas tout contrôler maintenant. Avec l'Internet, le téléphone portable, bon, ils ne peuvent pas tout contrôler. Ils contrôlent, mais bon, heureusement, ils ne contrôlent pas tout. Roger, le mot de la fin ? Eh bien, il est sûr et certain que moi aussi, je serai là-bas, 2 fois plus. Bien, messieurs, il me reste à vous remercier pour cette passionnante émission. Il était nécessaire de relater ces épopées, cette histoire qui nous relie de manière si proche à ce qui fut l'Indochine, ce qui est aujourd'hui le Vietnam. Il était important aussi de donner des outils, des clés à nos auditeurs pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Cette émission se voulait à la fois historique, politique, mémorielle, mais aussi une émission d'actualité. Et avant de nous quitter, je souhaiterais vous rappeler, ou vous informer que notre ami Roger Hollande vient de sortir son dernier livre, qu'il a dédicacé récemment à la librairie de notre ami Ratier, avec beaucoup de succès. Ce livre sorti aux éditions d'Heligoland, 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies, ça suffit. Vous y retrouverez la plume acerbe et toujours efficace de notre ami Roger. Un livre à offrir et à lire dans toutes les chaumières pour tout bon militant qui a envie de progresser, de se former et de parler d'engagement. Voilà, je vous remercie et merci Eugène. Merci à vous et à bientôt. Et je vous laisse bien sûr, comme d'habitude, avec À l'abordage et Pat Cartier.